Bonjour et bienvenue à tous dans ce second épisode de Buffet froid. J'espère que vous allez bien et ici toujours Fred. Et Léo. Quel est donc le menu aujourd'hui, Léo? Eh ben, au menu, mon cher Fred, on va parler des lieux hantés, en particulier des maisons hantées, mais vous verrez que tous les lieux qu'on va explorer ne seront pas des maisons. L'épisode du jour étant particulièrement long, on vous propose de les découper en deux parties et vous découvrirez la deuxième partie la semaine prochaine. Moi j'adore les lieux hantés. J'adore ça, c'est vraiment un de mes sujets préférés en fait, les lieux hantés. Et moi j'ai l'impression qu'on a tous des anecdotes qui peuvent laisser penser qu'à un moment ou à un autre, on a été dans un de ces fameux lieux où on sentait nos poils se hérisser, Ouais. où on se posait la question, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose ici de mémorable, voire de sinistre et d'inquiétant, qui pourrait expliquer que je ressente cette impression quand je suis là? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, par exemple, il y avait une maison abandonnée dans les vignes. Et du coup, on y est allé avec des potes. On l'appelait la maison brûlée. Et on avait l'impression qu'elle avait une histoire, qu'il y avait des fantômes autour. Autour, il y avait un petit bois en plus. C'était assez impressionnant. Je pense qu'on l'a vu avec nos yeux d'enfant, celle-là. Mais bon, Et pourquoi vous l'appeliez la maison brûlée? parce qu'elle était toute calcinée à l'intérieur. Et du coup, on se faisait plein de films sur cette maison, les habitants, quand est-ce qu'elle avait brûlé, mais c'était que de l'imagination. Hein. Et Il y là, avait vous rien. pouviez rentrer dedans. Oui, elle était perdue dans les vignes et du coup tout autour il y avait une petite forêt de petits chênes méditerranéens et le toit était en partie écroulé, il y avait les poutres calcinées qui tombaient, on voyait presque une cave au fond, donc du coup l'imaginaire part dans tous les sens à ce moment-là. Alors, vous avez eu de la chance qu'il ne se passe pas quelque chose, parce que ça paraît un peu dangereux ce que tu décris là. Ouais, mais quand t'es enfant, Léo, on ne fait pas attention au danger. Non, c'est sûr, mais il suffit d'une petite poutre mal placée pour qu'on ait le crâne fracassé. Effectivement, mais rien ne s'est passé, donc du coup on y a très bien fait d'y aller. Et on est bien heureux qu'il ne soit rien passé, parce que sinon il n'y aurait pas ce podcast ce soir. Exactement. Donc du coup, un petit coup d'historique là pour les lieux hantés. Allez, dites-nous la recette des lieux hantés. La recette, c'est qu'une maison hantée est une demeure réputée pour être occupée par un ou des esprits, fantômes ou d'autres forces surnaturelles ou encore où se produisent des phénomènes surnaturels ou paranormaux expliqués. Non, ce serait pas plutôt inexpliqué? Inexpliqués, pardon, oui tout à fait Léonard. Sinon on perd l'aspect mystérieux Exactement. qui doit faire justement tout le sel de notre C'est podcast vraiment et de notre buffet inexplicable. froid. Inexpliqué était le bon terme, tout à fait Léo. Les parapsychologues estiment que la plupart des cas de hantise sont à mettre en lien avec les esprits de personnes qui ont été victimes d'événements tragiques comme un meurtre ou un suicide et qui ne peuvent pas quitter les lieux. C'est un petit peu ce qu'on disait avec les poils qui se hérissent quand on rentre dans une pièce et cette espèce de sensation de malaise qu'on ne peut pas forcément s'expliquer. Et alors les parapsychologues, on peut dire que ce sont un peu des spécialistes du paranormal, des professionnels, j'allais dire des scientifiques, mais c'est un domaine qui n'est pas forcément très très reconnu encore aujourd'hui, en tout cas pas en France, même si je pense qu'on verra par la suite que, y compris dans notre beau pays, on a certaines personnalités qui se sont attelées à cette tâche. En tout cas, ce sont des personnes qui se spécialisent et qui se passionnent pour le surnaturel, le paranormal et les phénomènes inexpliqués. Donc en quelque sorte, on pourrait presque dire qu'on est des parapsychologues du podcast. Du podcast, on est un peu les dossiers Warren vivants. Oui, mais est-ce que les dossiers Warren, on doit tout croire de ce qu'ils disent, ou est-ce qu'ils n'ont pas une réputation un peu d'affabulateur? Un peu usurpés, tu veux dire, mais après tout, tout dépend de qui voit les choses et qui les ressent. Je crois qu'il faut quand même qu'on précise quelque chose, puisque tu abordes les dossiers Warren, c'est que certainement, chers auditeurs, vous devez vous attendre, maintenant qu'on a parlé de lieux hantés et des dossiers Warren, à ce qu'on aborde les péripéties de ce fameux couple. Eh bien, je ne veux pas vous gâcher le suspense de la soirée, mais ça ne sera pas le cas. Trop facile les amis. Et oui, nous on fait de la recherche, on essaye de trouver des cas documentés avec beaucoup de sources, mais moins connus. Beaucoup moins connu parce que du coup sinon il n'y a pas d'intérêt. Maintenant vous n'auriez pas de suspense, on vous amènerait rien. Donc là on va vous amener au contrefort du paranormal mais qui n'est un peu moins connu. Donc du coup vous allez vous régaler, vous verrez. J'aime bien cette expression du contrefort du paranormal, je l'avais jamais entendu. C'est de toi? C'est de moi. Bravo. Je ne suis pas qu'un physique, monsieur Léo. Non, j'en ai jamais douté. L'humanité, du coup, a toujours entretenu un rapport à la mort teinté d'ambiguïté et d'interrogation.
Notre façon de l'appréhender et de l'affronter peut expliquer comment nous en sommes venus à croire que certains lieux pouvaient être hantés. C'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt d'ailleurs. Nous avons évoqué dans le premier épisode les pratiques chamaniques de l'époque c'est dur ça, paléolithique. Oui, c'est très dur, hein. C'est quand on parlait justement de l'utilisation des cavernes par les hommes préhistoriques du paléolithique, qui considéraient que les cavernes étaient un peu un lieu qui servait de portail entre le monde des morts et celui des vivants, et donc des rituels se passaient, mais vraiment au fond de la caverne. Caché, tout est caché. Au plus profond. Dans toutes les cultures et religions, on retrouve des actes pour faciliter le passage des disparus vers un autre monde, comme si on craignait que sans notre assistance, ils ne puissent pas trouver le chemin vers leur prochaine existence. Comme nous l'avons vu dans le cas Shaneways, vous constatez toujours mes difficultés avec l'anglais. Et surtout, le fait qu'on essaye de rebondir d'un épisode à l'autre, de tisser des liens pour avoir un long fil rouge. Nous sommes des génies. J'irais pas jusqu'à dire ça quand même. Ah bon? Enfin, peut-être que toi, oui, hein, cela dit. Dans le judaïsme orthodoxe, il est de coutume de laisser la fenêtre de la pièce où la personne est décédée ouverte pour permettre à son âme de sortir. Un lieu hanté serait donc un endroit dont le défunt n'a pas pu se défaire. En parlant de pratiques étranges, Léo, il semble qu'entre 1837 et 1901, tant en Amérique qu'en Europe, il ait été coutume de photographier des proches récemment décédés. Ah, les photos de famille devaient être sympas. On trouve encore des photos de famille de l'époque sur lesquelles un enfant décédé est maintenu debout ou assis sur un fauteuil, à côté de ses frères et sœurs encore en vie par exemple. Cette pratique était nommée photographie post-mortem. C'est comme dans le film là, Week-end chez Bernie, où le fameux Bernie est mort justement, et il y a 2-3 des invités qui doivent faire semblant qu'il est encore en vie, et donc pendant tout le week-end, ils s'en servent comme d'une marionnette pour que les gens croient qu'il est encore vivant. Ça doit être sympa comme activité. Mais sauf que là c'était un film, maintenant essaye d'imaginer la même chose sur une photo de famille. Je ne veux pas. Je préfère pas, cher Léo. C'est quand même vachement particulier. C'est particulier quand même et ça démontre quand même un certain rapport à la mort plus simple peut-être qu'aujourd'hui parce que du coup on fait poser le mort, donc ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui de toute façon. Ah bah avec la décomposition etc, tu te demandes un peu comment ils faisaient. En tout cas ils se laissaient pas impressionner. Ni embêté par les odeurs. Oui c'est ça. On peut s'étonner d'une telle coutume, mais c'était une façon de rendre hommage aux morts et de faciliter le processus de deuil pour sa famille. La mort était omniprésente à l'époque, entre les épidémies de diphtérie, de typhus ou encore de choléra, les perspectives de survie étaient très faibles. La photographie était un art récent que tout le monde ne pouvait pas se permettre, car c'était un peu cher. Or, la photographie post-mortem était à la fois un rappel du caractère éphémère de notre existence, mais aussi la dernière occasion pour la famille de conserver un souvenir de l'être perdu. Oui, c'est sûr. Quel beau souvenir. Ouais, sacré souvenir. À mesure que le système de santé a évolué et que les modes de vie modernes ont permis d'allonger la durée de la vie, mais aussi avec l'émergence de techniques de photographie rendant ce procédé moins cher et plus accessible, les gens ont perdu l'habitude de prendre en photo leurs défunts, Dieu merci, et ont pu créer de véritables albums de famille avec des photos de leurs proches en vie. Ce qui est quand même plus agréable, je pense. Je pense aussi parce que du coup, on n'est pas, c'est un peu moins macabre. Donc un peu plus sympa se remémorer les proches qui sont partis quand même. Et en même temps, c'est vrai que quand tu disais qu'à l'époque, c'était assez monnaie courante que les enfants meurent, etc. Et on parle du 19e siècle à peu près. Imagine un peu plus loin dans le passé encore, où tu avais peut-être 10 enfants dans une famille, et tu en avais 4 ou 5 qui survivaient. C'est quand même quelque chose de lourd à porter, et ils n'avaient pas cette possibilité de faire immortaliser le souvenir de l'enfant. Ils devaient compter que sur leur propre mémoire. Nous, on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que surtout à l'heure actuelle, avec toute la technologie où il suffit d'avoir un téléphone pour immortaliser le moment, et on a tous 50 milliards de photos sur nos téléphones. Mais à l'époque, soit il n'y avait pas la photo, soit comme pour ces photos post-mortem, c'était assez rare et assez cher. Donc ils devaient chérir ce souvenir. Oui, peut-être, je ne sais pas, Léo. Ah, t'as le sifflet coupé là. J'ai le sifflet coupé par une si belle tirade. Bien que cela ne soit pas décrit ainsi dans les sources que nous avons trouvées,
On peut se demander si les familles qui s'adonnaient à cette pratique ne caressaient pas l'espoir que l'esprit du défunt resterait avec eux en étant ainsi photographié. En effet, cette façon de faire est contemporaine de la naissance du spiritisme moderne au XIXe siècle, une philosophie selon laquelle l'esprit des morts reste accessible et peut même être contacté. Et puis ça, on l'a souvent entendu, ces histoires, au moins dans des films ou des romans, le fait que la photo viendrait capturer l'âme des personnes qui sont dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred? Moi, j'en pense que tu n'as pas besoin d'être un super photographe, donc du coup, c'est cool comme art, tranquille. Tu prends la photo, pof, les gens sont coincés. Donc tout va bien, mais du coup, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, dans certaines cultures, il y a un peu le parallèle avec les miroirs, parce qu'ils couvrent les miroirs, parce qu'ils ont peur que l'esprit qui partirait du corps se voit dans le miroir et reste figé dans le miroir. On peut dire que c'est un peu une espèce, c'est un peu comme ce que tu disais, la photographie qui figerait l'âme l'âme du défunt dans la photo. Ben là, ça serait la photo, ça serait juste le miroir. Ça se fait beaucoup dans les pays de l'Est, ça se fait dans quelques cultures de l'Amérique du Sud. Donc du coup, c'est assez intéressant ce parallèle qu'on peut faire entre les miroirs et la photographie. J'aime bien cette idée parce que j'ai pas le souvenir d'avoir déjà lu quelqu'un qui faisait ce parallèle, et je me dis qu'il y a quelque chose à creuser pour plus tard dans ce sens-là. En tout cas, il faut éviter de casser les miroirs. N'oublions pas que ça porte 7 ans de malheur. On les cassera pas et on va essayer de garder ça en tête. C'est très bien de garder ça en tête, surtout que dans d'autres cultures, la mort n'est pas aussi terrible que ça, parce que regarde, au Mexique, le jour des morts, c'est une journée très festive où ils décorent toutes les tombes, ils mettent des bougies, ils donnent des offrandes, et ils n'ont pas ce rapport avec la mort, ni ce rapport avec l'esprit du mort qui pourrait être bloqué, donc c'est assez intéressant. Ils sont beaucoup plus apaisés dans leur question de rendre hommage aux morts et du fait qu'il pourrait y avoir quelque chose après la mort. Après la mort. De la même manière que dans certaines cultures qui croient en la réincarnation, par exemple, il n'y a pas cette peur, cet effroi avec l'arrivée de la mort, puisqu'on se dit c'est une étape vraiment. Alors que dans des cultures plus occidentales comme la nôtre, où on ignore un peu ce qui se passe après, y compris dans la religion, je pense, chrétienne, où finalement il y a cette idée qu'il y aurait le paradis et l'enfer, mais je me demande si de nos jours, les gens qui sont pratiquants sont toujours aussi convaincus de cet après et n'ont pas une appréhension qui pourrait être la même que des personnes qui seraient athées ou agnostiques. En tout cas, c'est un peu nouveau dans nos sociétés, parce que le spiritisme, effectivement moderne, en tout cas, il est né au 19e siècle aux États-Unis avec deux sœurs qui ont fait un peu de manipulation, mais qui étaient quand même assez branchées sur le spiritisme et la communication avec les morts. Elles ont avoué après avoir été un peu sur du charlatanisme, mais vraiment un tout petit peu. Elles sont revenues après sur leur déclaration, mais en tout cas, là, la façon de faire, elle est assez contemporaine, et au 19e siècle, c'est une philosophie selon laquelle l'esprit des morts restait accessible et peut même être contacté. Donc du coup, je me dis que quelque part, si des gens croient qu'on peut les contacter, il faut les laisser contacter les morts. Oh bah de toute manière, ils font de mal à personne en soi. Voilà, la vie après la mort, ou le monde des esprits, ne serait pas un endroit statique, mais plutôt une dimension parallèle à la nôtre, en perpétuelle évolution. C'est un peu tout nouveau aussi, tu vois, donc ça quoi, 1 ou 2 siècles peut-être. Bah d'ailleurs, ça me fait penser à la série Penny Dreadful. Tu connais cette série? Pas du tout. C'est avec Timothy Dalton, Eva Green, Josh Hartnett. Ça fait un petit peu penser au concept de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est une bande dessinée écrite par Alan Moore et dessinée par Kevin O'Neill, qui a été adaptée de façon pas du tout fidèle. Je pense que ça devait être au début des années 2000, dans un film avec notamment Sean Connery, qui a toujours été un excellent acteur, mais qui pour le coup s'est retrouvé dans une production divertissante, mais très très éloignée de la source d'origine. Et donc Penny Dreadful, ça part sur les mythes de Frankenstein, de Dracula, tout se mélange un peu dans l'Angleterre du 19e siècle. Et ils abordent cette question d'un autre monde qu'ils appellent le demi-monde, qui serait celui des esprits
et qui serait vraiment parallèle au nôtre et qui expliquerait pourquoi il peut y avoir des manifestations, des apparitions d'êtres surnaturels. Et c'est une idée que je trouve assez fascinante et qui donne beaucoup de corps à ce sentiment que quand on a les poils hérissés, la chair de poule et l'impression d'être observé par quelqu'un, ce serait parce que finalement, peut-être cette autre dimension parallèle à la nôtre, elle nous frôle presque et la limite serait très très fine et c'est ce qui fait qu'on pourrait avoir ce ressenti comme une espèce de clairvoyance. C'est intéressant parce que du coup, on pourrait parler des médiums qui sont un peu plus sensibles à ce genre de choses. Oui, je crois que c'est l'idée, c'est vraiment les médiums tels qu'ils se présentent, c'est ça, c'est de dire nous on a un don qui nous permet de ressentir davantage ce qui est caché, comme si tout le monde avait cette capacité, mais que seuls certains avaient pu la développer suffisamment pour s'en servir au quotidien, en faire quelque chose, et aider les personnes qui essayent de contacter ceux qui sont passés dans l'autre monde. Oui, les médiums, c'est en gros des personnes qui ont ou qui prétendent avoir le don de communiquer avec les esprits. D'ailleurs, en parlant de séries, moi j'avais beaucoup aimé une série avec Johanna Arquette qui s'appelait... Patricia Arquette. Non, Patricia Arquette, oui, c'est ça, qui s'appelait Medium. C'était assez bien fait. J'ai beaucoup aimé cette série. C'était lié à des enquêtes policières, mais où j'avais même aimé la série avec... comment s'appelle-t-elle? Elle joue dans Souviens-toi l'été dernier. Oui, avec Jennifer Love Hewitt. Jennifer Love Hewitt, qui était Ghost Whisperer. Ghost Whispered. Et alors les deux séries sont intéressantes avec des genres assez différents. Ce que j'aime bien moi dans Medium, c'est que ça rappelle l'époque de la trilogie du samedi sur M6. Ah, la trilogie du samedi, C'était- un chef-d'œuvre. Et puis c'est marrant parce que c'était complètement une autre époque. À l'heure actuelle, on a Netflix, Prime Video, Disney+. D'ailleurs, Ghost Whisperer, c'est sur Disney+. Ah. Toutes les saisons. Mais ce qui est Amis, intéressant, c'est que aller vers Disney+. Alors. vous pouvez prendre un mois d'essai à Disney+, pour regarder Ghost Whisperer, par exemple. Ou une autre série que j'ai commencé à regarder il y a quelques jours, qui est dans un domaine totalement différent. Hein. C'est pas surnaturel, c'est pas mystérieux, c'est très drôle. Ça s'appelle This Fool. Et ça parle d'une association qui aide les anciens détenus à se réinsérer, mais sous un versant humoristique qui est vraiment hilarant. Mais bon, ça n'a rien à voir, donc on va retourner sur notre sujet. Retournons sur les Et donc, lieux maudits. Medium qui se passait donc chez nous en France sur M6 le samedi soir dans le cadre de la trilogie du samedi, et Ghost Whisperer qui passait sur TF1 si je me rappelle bien. Tout à fait, Et le qui soir. était dans un registre moins policier que Medium et qui s'articulait davantage vraiment sur le drame qui entoure la mort du fantôme de l'épisode. Tout à fait. Et avec cette fameuse médium, je me rappelle plus de son nom dans la série, mais en tout cas, son objectif à elle, c'était de les aider à aller vers la lumière. Avec donc une vision plutôt assez proche de la chrétienté, cette notion que après la mort, on est censé aller vers la lumière pour aller vraiment vers l'après, et qui a comme un tunnel, pas imagé, mais un tunnel, je dirais, hypothétique, symbolique, pour arriver à cette lumière. Et du coup, au fil des saisons, ce qui était intéressant dans cette série, c'est que ça s'assombrissait au fur et à mesure, parce qu'après, il y avait des prophéties, et elle était liée à des prophéties assez catastrophiques. Donc c'était assez intéressant de voir l'évolution des personnages et même du fil rouge de la série. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu sais s'il y avait une vraie fin ? Est-ce que ça se concluait, ou est-ce que, comme beaucoup de séries... Moi, je l'ai pas vu, mais je sais pas. Jazz, je ne sais pas. C'est quelque chose que je vais me noter dans mes prochaines recherches. Eh ben, je vais aller vérifier ça, moi aussi, parce que ça m'intrigue. Du coup, on parlait des médiums, hein, et on va un peu revenir en arrière, où c'est vrai qu'au 19e et 20e siècle, il était courant de solliciter les services d'un médium dans le cadre d'une séance, hein, pour rentrer en contact avec un proche disparu et solliciter son avis et ses conseils. Par contre, il y a eu énormément de dérives et de charlatanisme là-dedans. Effectivement, beaucoup se sont prétendus des médiums et en fait ne l'étaient pas, et usaient de petits tours de passe-passe. Donc ça a beaucoup nui quand même aux médiums qui étaient vraiment et qui avaient vraiment un don de médiumnité. D'ailleurs, ce qu'on va pouvoir voir au fil des différents épisodes, c'est qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire entre la magie de l'époque, la magie scénique, comme pouvaient faire des artistes comme Harry Houdini,
et la pratique des médiums qui étaient plutôt des charlatans. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces événements ou ce courant ont beaucoup intéressé des personnes un peu célèbres tout au fil des années, voire des siècles, parce que ça continue même maintenant. C'était le cas du créateur de Sherlock Holmes, par exemple, Sir Arthur Conan Doyle. C'est aussi le cas de Nicolas Cage, qui a acheté une maison hantée et qui l'a vu. Il est dans tous les coups Ah de mais toute oui, il manière. est toujours dans tous les coups, mais lui il a acheté vraiment une maison, soi-disant qui était hantée en tout cas, et du coup il a revendu parce qu'à partir de cet achat, il s'est trouvé qu'il lui est arrivé que des mauvaises choses, il a presque été ruiné, donc il a vite vendu la maison, et depuis qu'il a vendu la maison, ça va beaucoup mieux. Donc Je du suis coup, content pour lui parce que j'aime beaucoup Nicolas Cage. Déjà, je pense que c'est plutôt un bon gars. Il est fan de comics depuis toujours. Il adore Batman, Superman. Une fois, il faut savoir qu'il s'est lancé dans un duel, dans un quiz face à Adam West, qui est connu notamment pour avoir joué Batman dans la série télé des années 60. Et c'était assez formidable comme duel. Et j'ai l'impression qu'il partage beaucoup de passion avec les gens comme nous, ce Nicolas Cage. Et donc je suis bien content qu'il ait vendu cette maison hantée et qu'il aille mieux. bon mais si tu es content, je suis content pour lui aussi alors. En tout cas, ce qu'on peut dire, en parallèle de ce mouvement, on trouve des spectacles à sensation, tant en Angleterre qu'en France, qui mettent en scène la mort. Dès 1802, Marie Tussaud scandalisait le public britannique avec ses expositions de poupées de cire décapitées à l'effigie de Louis XVI et Marie-Antoinette ou même Robespierre. C'est pas du tout glauque. Pas du tout. Surtout quand il y a du sang qui coule, c'est... Et puis elle arrivait, elle s'est dit ah ben tiens, ça rendrait bien là, ces figurines de personnes décapitées, puis de toute manière les gens seront contents. Qui est-ce qui aime encore un roi de nos jours? Eh bien écoute, elle est allée jusqu'au bout de cette idée parce que elle finit par créer une exposition permanente qu'elle nomma la Chambre des horreurs. Il faut avouer que ça porte bien son nom. On trouve aussi une approche similaire au début du XXe siècle à Paris avec l'avènement du théâtre Grand Guignol, célèbre pour son utilisation de la violence. Il semblerait que le directeur du théâtre prenait un malin plaisir à compter le nombre de personnes qui perdaient connaissance. Et ça, le grand guignol, la tradition du grand guignol, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et dès qu'on s'intéresse un peu au cinéma d'horreur et à l'horreur en général, même en littérature, c'est une inspiration qui revient et qui est citée comme une référence majeure. Et mon grand regret, c'est de ne jamais avoir pu voir une pièce du Grand Guignol. Je ne sais même pas si ça existe encore à l'heure actuelle. Je me dis que sur Paris, c'est tout à fait possible que ça existe. Ça me paraît malgré tout peu probable. Et j'imagine à quel point ça devait être traumatisant pour les personnes de l'époque qui n'étaient pas familières du spectacle avec des effets spéciaux comme nous, on peut l'être aujourd'hui. Peut-être téléphone à Chantal Goya et elle te donnera des tuyaux sur le théâtre de Guignol. Je crois que c'est un autre guignol dont on parle. Ah, d'accord. Désolé pour la confusion. Et effectivement, l'expression grand guignol, qui a été créée avec ce fameux théâtre, est aujourd'hui utilisée pour décrire une scène particulièrement exagérée dans sa violence, excessive dans les hectolitres de sang qu'on voit déverser par exemple. Et ça résume des films comme Branded de Peter Jackson, qui n'a pas peur de verser un petit peu d'hémoglobine. Surtout dans ce film-là. Et dans un autre genre, il y a aussi le film Story of Ricky, qui est un film de Hong Kong. Alors Story of Ricky, au départ, c'est un manga par le même créateur que Ken le Survivant. Tu sais que le dessin animé Ken le Survivant était très censuré en France et qu'au Japon, il était d'une violence incroyable et excessive. Story of Ricky, c'est la même chose, et le film n'a absolument pas peur de montrer le héros en train d'arracher les tripes à son adversaire et de l'étrangler avec, par exemple. Je sens le regard, je vois le regard de Léo s'illuminer quand il dit ça. Faites attention à vous, cher public. Ah non, mais moi je me limite à la fiction. Par contre, j'avoue qu'il y a un côté très cathartique à voir ces effusions de violence comme ça. C'est presque poétique. Je vous demande de vous calmer, monsieur Léon. Je vais essayer de prendre sur moi. C'est donc dans la continuité de ces spectacles qu'a été ouverte en 1915 dans le village de Liverpool, en Angleterre, une des premières maisons de fantômes. Il s'agissait d'une attraction horrifique dont le succès montrait que le public était alors
friands du macabre et de l'épouvante. Et je pense que c'est pareil pour le Grand Guignol. Malgré le fait que beaucoup de gens, soi-disant, s'évanouissaient et se plaignaient, ça a prospéré pendant un certain temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur la question du cinéma d'horreur, de la littérature d'horreur, c'est des genres qui sont très populaires. Alors c'est populaire auprès des producteurs parce que ça coûte peu d'argent à mettre en scène et que ça rapporte beaucoup. Et si ça rapporte beaucoup, c'est bien parce que les gens vont voir ça et que donc ils en sont friands. Et il semblerait que cette adoration de ce domaine, elle ne date pas d'hier d'après ce que tu dis. Non, les premières maisons hantées d'Halloween sont apparues durant la période de la Grande Dépression qui fait suite au krach boursier américain de 1929. Les parents cherchaient des idées pour distraire leurs enfants du climat morose dans lequel ils grandissaient. Comme nous l'avons vu durant l'épisode d'Halloween, la fête des morts était l'occasion pour certains jeunes de se livrer au vandalisme plus ou moins grave. On parle de vol dans les jardins des voisins ou pire, de la profanation de tombes. Ah oui, ça c'est quand même assez grave. Oui, il faut respecter les morts. Oui, parce que sinon ils peuvent te jeter une malédiction et te hanter. Et te hanter toute ta vie, toi et tes proches. Donc du coup... Et même tes descendants. Oui, et au-delà des descendants, ça peut être pire parce qu'il y a des gentils fantômes et des mauvais fantômes. Donc s'il prend un coup de sang, il peut devenir un mauvais fantôme. Et d'ailleurs, si ça se trouve, les mecs qui ont fait ça là, qui ont commencé à aller profaner des tombes parce que c'était Halloween et qui voulaient rigoler un coup, si ça se trouve, leurs arrière petits-enfants, en ce moment, ils se font hanter à cause d'eux. Comme quoi, c'est des égoïstes. Le karma. Le karma. En 1879, au Kentucky, près de 200 garçons ont arrêté un train en jetant un faux cadavre sur les rails. Non, mais alors t'imagines la scène, le mec il arrive à descendre. Arrêtez, c'est un hold-up. Ah, que tout le monde descende du train, il y a un mort qui va vous voler. Mais 200 garçons pour un faux cadavre, je sais pas en quoi ils l'ont fait, en plomb peut-être le faux cadavre. Alors ils étaient très faibles. Ou très bêtes. En 1900, des étudiants en médecine à l'université de Michigan ont volé un cadavre dans le laboratoire d'anatomie pour l'accrocher sur la porte d'entrée du bâtiment. Bienvenue à la fac. Ouais, ça c'est franchement la fac, le meilleur exemple de la fac, c'est ça. C'est pas très intelligent, pas très respectueux. Oui, mais bon, il y a d'autres formes de bizutage à mettre en place. Et quand encore même. qu'ils Faut pas exagérer. Ils n'ont pas assommé un première année pour l'accrocher lui en faisant semblant que c'était un cadavre. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, mais on peut quand même faire des bizutages un peu plus sympas sur le thème jante un laboratoire ou une université ou une morgue, j'en sais rien, mais bon, ça c'est un peu limite, tu vois, et je trouve qu'il faut mettre des limites des fois. Après, j'ai envie de dire que le bizutage, c'est quand même rarement sympa pour celui qui le vit, Oui, ben qui le subit même. Surtout pour le cadavre. Tu vois, pour ce coup-là, le cadavre, le pauvre, on le transporte de son coffre frigorifique et on le pend comme du bétail, c'est un peu quand même limite. Alors, je soupçonne quand même que le cadavre est resté muet comme une tombe. En 1933, terrorisés par leurs propres enfants. Comme les parents d'aujourd'hui, finalement. Oui, mais là, tu vas voir, c'est pas pareil. Les parents avaient surnommé la fête Black Halloween, en référence au Black Tuesday qui décrivait le krach boursier ayant eu lieu 4 ans plus tôt. Certaines villes en vinrent à envisager de bannir toute référence à Halloween. Ça aurait été triste. Oui, c'est triste parce que c'est quand même sympa, tout ce orange, tous ces déguisements. Ça accompagne bien l'automne, c'est dans le ton. Mais oui, c'est dans le ton. Mais, comme cela avait été le cas à partir de 1913 dans le village de Yavata dans le Kansas. Et d'ailleurs, tu vois, presque, si c'était un podcast live, on aurait pu demander aux auditeurs, est-ce que vous vous rappelez où est-ce que ça a émergé cette histoire? Parce qu'on en a parlé l'autre fois. On en a certes parlé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde retienne tout, Léo. Interrogation surprise à la fin. À la fin, on fera une interrogation, voire un QCM. C'est trop simple, un QCM. Ça oriente, il faut pas trop. Ouais, il faut que ça soit quand même agréable à faire. Exactement, il faut qu'on soit sympa, Léo. Ouais, sinon les gens vont avoir le sentiment d'être oppressés, ils vont nous en vouloir et ils n'écouteront plus. Exactement, et en plus, nous, ce qu'on veut, c'est apporter de l'information. On ne veut pas non plus être trop dans le cas d'école. Donc, du coup, on va les laisser se faire leurs propres idées et leurs propres souvenirs. C'est une bonne idée. Merci, Léo.
Et donc, du coup, dans ce petit village d'Awata, Yawata. Aiwata, Non, Yawata. Wayavata, bon, vous voyez, je suis toujours très bon en anglais, d'autres organisèrent des activités, des parades, des concours de costumes pour les occuper. Les maisons hantées ont donc été conçues pour répondre à ce besoin et éviter que les enfants ne passent la nuit dans la rue. Les constructions ont commencé de façon plutôt humble avec des familles qui décoraient la cave de leur habitation et organisaient des fêtes entre maisonnées. C'était des booms morbides. C'était des booms morbides, ouais, mais quelque part c'était un peu intime. Donc c'était ça, moi j'aime bien C'était plus l'idée. sûr et comme ça, les mecs, ils allaient pas piétiner les fleurs là de la pauvre dame de Yawata. Mais oui, la pauvre dame qui ils ont saccagé pendant des années son beau jardin sur lequel elle travaillait tous les jours, cette pauvre dame. Bah, y a de quoi avoir les boules. Oui, un peu, mais bon, les enfants, du coup, allaient alors de cave en cave. Et pas pour chercher du vin, hein, mais à la recherche de grands frissons. La création du manoir hanté du parc Disney World a exacerbé l'intérêt et la fascination du public pour ces lieux. Et ça, je crois que c'était en 1969 à peu près. Mais en tout cas, moi j'ai visité le manoir hanté de Disney World Paris, et écoute, c'est vraiment excellentissime. Ah, moi, je l'adore. Et ils l'ont refait, enfin, du moins, ils l'ont remis un petit peu à jour il y a 1 ou 2 ans. Et je trouve que ça reste un spectacle de grande qualité parce que l'utilisation des marionnettes électroniques a très bien vieilli et les effets d'hologrammes c'est ça. sont super efficaces. Et puis ça fait référence quand même à des films cultes, donc on pourrait se croire un peu chez Psychose, un peu au bal des vampires. Oui, complètement. Et puis donc, on se sent projeté. Oui. C'est comme si on était dans un rêve. Il y a cette atmosphère Un un peu peu onirique. éclairée, un peu onirique, avec la brume, on y voit un peu flou par moments. C'est comme si on avait traversé un tableau et qu'il devenait réel sous nos yeux. Mais même à l'extérieur, on est attiré par la maison tellement qu'elle est creepy, la maison. Elle est magnifique. Elle est super bien faite. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, cette attraction. Et d'ailleurs, je m'en suis servi, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Dans une autre vie, je faisais des courts-métrages notamment. Et on a tourné une adaptation d'une nouvelle de Howard Lovecraft, qui est la musique de Eric Zahn. Et pour faire le lieu extérieur, on a utilisé des prises de vue que j'avais fait de ce manoir. Et on a tout mis en noir et blanc, etc. pour pas qu'on le reconnaisse trop. Mais je trouve que vraiment, il arrive parfaitement à reproduire cette ambiance gothique qu'on va vite assimiler au film de fantômes. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, tu vois, c'est quand même payant. Donc du coup, c'est un peu la dérive. Maintenant, les maisons anti-américaines sont devenues très complexes, très élaborées, très chiadées. Et à ce jour, il existe à peu près un peu plus de 1200 maisons hantées dont l'entrée est payante. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est un peu triste quelque part parce que du coup, on fait du commerce sur ça. Et moi, toujours ce mercantilisme m'agace un peu. C'est comme Begans là avec Ghost Adventure qui fait payer son musée où il a récupéré des objets, il a récupéré la poupée Robert, il a récupéré des lampes, il a récupéré énormément de choses et il le fait payer. Ça enlève un peu cette... Bon, après, je comprends, il faut entretenir les lieux, Il mais faut que ça vive en même temps. je ne sais pas s'il faut que ça vive, mais en tout cas, ça enlève un peu de magie et de... Tu payes pour aller voir quelque chose qui est hanté et tu as toujours l'impression de te dire, est-ce que c'est vrai? Parce que du coup, est-ce qu'on doit quand même payer pour aller voir quelque chose d'hanté? C'est quand même un peu une gageure, je dirais. Et en même temps, quand tu vas dans un musée, la plupart du temps, c'est payant. Mais dans les musées, rien n'est hanté, normalement, sauf dans la nuit au musée. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'est pas là la nuit, effectivement. Parce que ce podcast, cet épisode du moins, ce dossier même, ne va pas explorer les musées. Peut-être qu'il y a des musées hantés, ça n'est pas une direction que nous avons explorée ce soir. Mais quelle direction a-t-on exploré alors? Et bien là, on va parler un petit peu des maisons hantées en littérature. Ah, enfin des livres. C'était l'écrivain d'horreur Stephen Graham Jones qui disait « Il existe 2 types de maisons hantées en fiction. Celles qui ne veulent pas de visiteurs et feront tout pour les faire fuir, et celles qui sont affamées et au contraire qui se nourrissent de l'essence vitale de leurs habitants. » Et d'ailleurs, c'était dans un épisode des Simpsons, puisque dans les Simpsons, tu sais, à chaque saison, ils font un épisode spécial Halloween. Et je crois que c'était dans la saison 2, où Homer achète
un manoir, même j'allais dire une maison, mais c'est plutôt un manoir, qui est donc hanté. On découvre qu'il a été construit sur un cimetière indien, et ce manoir essaye de faire peur à la famille en les menaçant, en les insultant presque, et en les poussant à s'entretuer. Et quand Marge l'engueule et lui fait comprendre que c'est pas des façons de s'adresser aux gens, et ben le manoir qui voulait les faire partir est désespéré finalement de se faire traiter ainsi et disparaît complètement. Comme par magie. Et j'aimais bien l'ambiance de cet épisode. Je sais pas si en tant qu'adulte on va ressentir la même chose, mais avec les yeux d'un enfant, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'était effrayant, mais quand même on ressentait cet aspect macabre. Et je trouve que c'est moins vrai dans les dernières saisons des Simpsons, qui de toute manière d'un point de vue général, pour moi, sont moins réussies. Mais plus spécifiquement, leur approche d'Halloween, je trouve que justement, elle est devenue un peu trop grande guignole et qu'on retrouve moins une atmosphère véritablement effrayante, Horrifique. ou un peu angoissante, un peu horrifique. Pour revenir à la littérature, très tôt, on a des références aux fantômes et aux lieux qu'ils habitent. C'est le cas dans les lettres de Pline le Jeune, qui était un consul romain né en 63 après Jésus-Christ et mort en 113 après Jésus-Christ. Et donc, on peut dire que c'est assez ancien. Il faisait mention dans une de ses lettres, la lettre numéro 27, qu'on retrouve dans le livre 7, des bruits d'une chaîne qui traînait sur les sols d'une maison à Athènes. Et ces chaînes, elles appartenaient au spectre d'un vieillard qui errait la nuit et qui terrorisait les habitants. Soit ils avaient trop peur pour dormir et ils finissaient par se barrer, soit ils avaient trop peur pour dormir mais ils n'avaient même pas le temps de partir parce qu'ils étaient tellement fatigués que leur cœur lâchait. Les pauvres. Donc Et là, du coup, est-ce qu'ils devenaient des spectres aussi? Ils hantaient le même lieu. alors Pline n'a pas écrit suffisamment de lettres apparemment Voilà. pour qu'on ait cette réponse. On a... Mais on peut imaginer que le vieillard aux chaînes a fini par avoir une ribambelle de complices à ses côtés. Mais j'espère bien, parce que plus on est de fous, plus on... Je ne sais pas si les habitants de cette maison rigolaient beaucoup. La trace plus récente à partir de laquelle on peut se dire c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'utilisation des maisons hantées va être récurrente et va adopter des codes qu'on va pouvoir repérer et qui vont en faire un motif littéraire à part entière. C'est le livre Le Château d'Otrante par l'auteur Horace Walpole, qui était britannique lui. Donc ce livre il est paru en 1764, et donc ça se passait à Otrante, dans le Salento, qui est une région du sud de l'Italie. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur ce bouquin, c'est que quand il est sorti pour la première fois, le mec a dit « Mais ça n'est pas moi qui l'ai écrit, je me suis contenté de le traduire ». Et puis il s'est avéré par la suite que non, c'était bien lui qui l'avait écrit, et que dans un premier temps, les gens criaient au miracle « Mais c'est une œuvre fantastique, vous avez bien fait de la traduire ». Et quand il s'est avéré qu'il l'avait écrite, ça a perdu de son aura, et les gens se sont mis à critiquer davantage. Et donc ce récit, il est réputé pour avoir posé les fondations du genre gothique. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il a été rédigé plutôt comme une espèce de pièce de théâtre. Déjà parce qu'il y a beaucoup de dialogues, ce qui n'était pas forcément le cas des récits de l'époque. C'est sûr que les maisons ne parlent pas. Et puis, non, pas trop. Mais là, il y a cette notion d'unité de lieu et de temps qu'on va beaucoup retrouver au théâtre. Et le château est effectivement décrit comme un personnage à part entière. Il est grand, il est sombre, il y a plein de tours, il y a des passages souterrains, il y a des scènes de hantise qui pour l'époque étaient plutôt inédites et qui aujourd'hui sont parfaitement classiques. Tout ce qui va être les portes qui grincent, qui se ferment toutes seules, les tableaux qui bougent alors que personne n'est à côté pour les secouer. Et comme ce sera souvent le cas par la suite, le lieu hanté par une âme rongée par une injustice qu'elle a vécue. Et donc cette âme ne peut pas quitter sa prison terrestre tant que l'injustice n'est pas réparée. Donc on voit que vraiment le château d'Otrante, c'est un peu ce qui a posé les fondations de la maison hantée telle qu'on se l'imagine aujourd'hui, que ce soit en littérature ou dans l'horreur. Mais il y a un autre élément qu'on peut retrouver sur ces histoires de maisons hantées, c'est le fait d'être une espèce de miroir déformant à l'obsession de ses habitants. Elle va être un peu l'écho de la culpabilité ou de l'envie par exemple. On retrouve ça beaucoup dans American Horror Story, saison 1. C'est exactement ça. Alors j'ai pas fini la saison 1, je me suis arrêté à la moitié et j'ai pas suffisamment de souvenirs pour me prononcer sur la question, mais je te fais parfaitement confiance. En tout cas pour abonder dans ce sens-là, on peut dire que la maison hantée, elle peut être considérée comme une extension symbolique de la psyché de ceux qui l'habitent. C'est souvent
le cas dans les récits d'auteurs comme Edgar Allan Poe, dans La chute de la maison Usher, qui est un de ses récits les plus connus, et qui d'ailleurs va être adapté, enfin a été adapté et va être diffusé prochainement, je pense, sur Netflix, et mis en scène par Mike Flanagan, qui a atteint une certaine notoriété ces dernières années, parce que justement il s'est spécialisé, alors dès ses débuts, il s'est spécialisé dans l'horreur. Là, avec Netflix, il a beaucoup adapté des romans, des écrits d'auteurs célèbres qui traitent de hantises, de maisons hantées. Son premier film, qui était un film semi-professionnel et qui était presque plus un moyen métrage qu'un long métrage, puisque je crois qu'il durait 1h15, ça s'appelait Absentia. Ça racontait deux sœurs qui se retrouvaient confrontées à une sorte de démon qui hantait un tunnel dans leur ville, et il était question de marchander avec le démon et de disparition. C'est un film qui est assez intéressant, où on voit qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, parce que visuellement ça fait plutôt film fait entre potes, etc. Mais il est très bien réalisé, il est bien écrit, c'est plutôt bien joué, je vous le recommande pas mal. Et donc Mike Flanagan, qui a réalisé une adaptation de La chute de la maison Usher, un récit très connu de Edgar Allan Poe, et qui est tout à fait dans le domaine de la maison hantée. La maison, qu'est-ce que c'est ? C'est le foyer. Le foyer, on le considère souvent comme le refuge face à l'inconnu, face à ce qui est inquiétant. Mais la maison hantée, ça vient transformer ce sanctuaire en un lieu oppressant, qui nous montre que la paix ne peut tout simplement pas exister, puisque même quand on se croit en sécurité, on ne l'est pas. Et la littérature gothique du 19e siècle, elle va exacerber ces éléments avec l'utilisation répétée de bâtisses abandonnées ou en ruine, qui sont complètement propices aux apparitions des esprits, avec ces endroits froids, sinistres, qui baignent dans la brume, où la nuit arrive tôt plutôt, le soleil se couche tôt, et on se dit, le danger est partout, il est omniprésent. Donc c'est facile de visiter ce genre d'endroit. D'ailleurs, même aujourd'hui, si on va dans un château en ruine ou quoi, on peut tout à fait croire qu'il est hanté. Le XXe siècle n'est pas en reste malgré tout. On a des auteurs comme l'écrivaine Shirley Jackson. Alors elle va commencer à publier en 1959 le roman The Haunting of Hill House, qui d'ailleurs a lui aussi été adapté par Mike Flanagan pour Netflix. Je vais arrêter de citer les chaînes de streaming, on va croire que tu as des actions. Alors que pas du tout, on n'a pas de sponsor. Et donc dans The Haunting of Hill House, le docteur Montag se donne pour mission d'enquêter sur l'existence du surnaturel en séjournant dans une vieille demeure réputée pour être hantée, dans la région de la Nouvelle-Angleterre aux USA. Ça, c'est un sujet qui laisse libre cours à l'imagination. Alors, j'ai pas vu la série et j'ai pas lu le livre. Je sais pas si toi, tu es familier de cette histoire, mais le sujet m'interpelle et je me dis, il faudrait que je rattrape mon retard par rapport à ça. Je pense que je l'ai vu sur Netflix, l'adaptation, parce que je pense que c'est aussi Haunting of Blind Manor. C'est un peu dans la même veine. Ça a été fait après, justement. Ça a été fait après. J'ai vu les deux, moi, et franchement, je dois avouer, déjà, la qualité de l'interprétation des personnages était au rendez-vous. Et du coup, c'est assez oppressant. Surtout Blind Manor. J'ai préféré Blind Manor que Hill House. Mais je dois avouer que les deux sont très très angoissants. Le premier, je l'ai mangé à une soirée. Ah, donc tu recommandes ? Je le recommande à 100% et j'espère qu'il y aura une troisième. Bah, c'est plus ou moins le cas. Je pense que La chute de la maison Usher, c'est un peu la suite spirituelle. Ben, j'espère, parce que du coup c'était vraiment de très bonne facture. Le réalisateur, thématique similaire. Franchement, je me suis régalé. Tu peux faire les 2 saisons en 2 soirées, et surtout quand il pleut, c'était absolument fabuleux. Oh ben, je le note, il va falloir que je rattrape ce retard. Et donc on parlait de Mike Flanagan, il a adapté notamment certains écrits de Stephen King. Et Stephen King, le roi de l'horreur quand même, et ben lui aussi il est connu pour certaines œuvres sur les maisons hantées. Mon Dieu, dans la littérature. Ah, et ben ton Dieu, il y a The Shining. Tout à fait. Où on est plus sur de l'hôtel hanté que de la maison hantée. On peut assimiler ça, c'est pareil, c'est quand même 4 murs et un toit. Et puis on a dit que le sujet du podcast, c'était les lieux hantés. Alors c'est vrai qu'on s'est peut-être ciblé davantage sur les maisons que sur d'autres bâtiments, mais on a aussi parlé de manoirs, et donc pourquoi pas d'hôtel. Et l'hôtel de The Shining, il est quand même assez sinistre. Alors, il est assez sinistre dans le livre, mais dans le film de Stanley, il est
pas trop sinistre. Moi, j'aimerais bien, j'y serais bien allé, moi, dans cet hôtel là au Colorado, passer quelques temps dans le film. Alors que dans le livre, il est vraiment très très oppressant. Le livre et le film sont vraiment, or les deux sont bien. C'est pas la meilleure adaptation pour moi d'un livre de Stephen King parce que je le trouve très éloigné, mais c'est une bonne adaptation. Le livre est quand même beaucoup plus angoissant. On rentre plus dans la psyché. On voit que l'hôtel quand même, c'est une personne, un personnage, voire une personne entière qui influence Jack Torrance. Donc du coup pour moi, le livre est vraiment largement au-dessus, comme beaucoup d'adaptations de Monsieur King. Mais je pense que la distinction aussi, c'est que si on retourne sur le cas Mike Flanagan, qui est un réalisateur très intéressant, mais qui a surtout fait des adaptations justement, et qui donc je pense va peut-être plus reprendre l'essence du livre que quelqu'un comme Stanley Kubrick, qui a réalisé principalement des récits originaux et qui a une patte très marquée, une identité visuelle et narrative très forte. Et ce qui fait que, en termes d'adaptation, il est peut-être sur une approche plus unique et plus différente, ce qui peut être à la fois une force mais une faiblesse, en particulier pour les fans de l'œuvre originale, qui vont avoir tendance à se sentir un petit peu trahis si on dévie un peu trop à leur goût de ce qui a été fait dans le bouquin. Et disons que moi, dans le bouquin, ce que j'ai aimé, c'était que l'hôtel prenait vraiment le contrôle, en fait, mais presque du livre. On avait l'impression d'être aspiré par l'hôtel. Et dans le film, on ne sait pas si c'est vraiment l'hôtel ou si c'est qui commence à devenir maboule par rapport à l'isolement. Et comme il a en plus un petit passé alcoolique, alors que vraiment dans le livre, tu sens que c'est vraiment l'hôtel qui est vraiment hanté et qui l'absorbe au fur et à mesure du livre. Alors que dans le film, à part à la fin où on voit une photo où Jack Torrance est avec tous les invités de l'époque, il y a pas, tu sais pas s'il devient fou. Alors après, si t'as pas lu le livre, c'est très très bien parce que du coup, tu as ce côté, est-ce qu'il est devenu fou ou est-ce que justement l'hôtel est vraiment hanté. Donc, mais sinon le livre est quand même. Je le redis, je radote, hein, et je le dis encore avec plaisir, le livre est au-dessus que l'adaptation. C'est même du bourrage de crâne à ce niveau. Yes. Et Stephen King, le cas Stephen King, ce qui serait intéressant, je n'ai pas lu beaucoup d'interviews de cet auteur. La question que je me pose, c'est lui qui depuis toujours baigne dans ses récits fantastiques, surnaturels et d'horreur, quel est son avis sur cette question de la réalité de phénomènes surnaturels? Est-ce que toi qui es un grand fan, tu as souvenir de l'avoir déjà entendu donner son opinion sur la véracité potentielle de lieux hantés? D'après Stephen King, The Shining s'est inspiré d'un passage où il a été dans un hôtel au Colorado, justement, où il a vécu des phénomènes un peu paranormaux. Il est resté une nuit, il a dit que c'était la pire nuit de toute sa vie dans un hôtel parce qu'il a dit qu'il avait entendu du bruit, il avait vu des formes, etc., des gens qui tiraient sur les couvertures. Il n'était pas encore très très connu et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de The Shining. Ah, donc il y croit à fond. Donc il y croit à fond. Grâce à toi, j'ai eu une réponse à ma question ce soir, merci. Et d'ailleurs, Stephen King, ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est qu'il est un peu à la croisée des chemins, puisque c'est un écrivain, mais une grande partie de ses œuvres ont été adaptées au cinéma ou en mini-série. Et d'ailleurs, lui-même s'est essayé à l'écriture d'une mini-série au début des années 2000, à savoir la mini-série Rose Red, que je n'ai pas vue, mais qui s'inscrit aussi dans le domaine des lieux hantés. Rose Red, ça fait un peu penser au manoir Winchester. Moi, en lisant ce titre, je pensais beaucoup à Red Room, le terme qui est beaucoup utilisé dans The Shining justement, et dont on découvre qu'une fois écrit et lu dans un miroir, il veut dire murder. Meurtre pour ceux qui ne parlent pas anglais. À l'envers. Et si les maisons hantées sont populaires depuis longtemps dans la littérature, eh ben elles sont effectivement aussi plutôt célèbres et appréciées au cinéma, comme tu vas nous le développer maintenant. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup, le thème de la maison hantée, surtout dans les films fantastiques franco-espagnols, réalisés par exemple par Segundo de Chomón, sorti en 1906. On assiste dans ce film à des événements surnaturels qu'on retrouvera dans bon nombre de films sur les maisons hantées. En l'occurrence, il s'agit davantage des manipulations d'un sorcier que des esprits, mais les effets restent familiers. Et ce film d'ailleurs, on le trouve sur YouTube
YouTube, on peut le regarder gratuitement. Il est assez court, il dure 7-8 minutes. Et je trouve qu'il est assez intéressant dans les effets qu'il utilise, dans la manipulation de la perspective, des fondus enchaînés, etc. Il y a beaucoup d'artifices qui sont utilisés, qui sont plutôt bien maîtrisés. Et c'est bien foutu, franchement. Alors, de nos jours, on le regarde avec un air un peu attendri, parce que forcément, on ne peut pas comparer ce qui se 1906. faisait en 1906 à 2023, mais on peut apprécier l'héritage de ce film et à quel point ça a pu être une influence par la suite. Alors je vous rassure, cher public, on vous mettra tous les liens ou toutes les références sur notre site internet. Donc voilà, vous trouverez l'adresse sur les commentaires. Et le film donc de la Maison hantée de 1911, réalisé par Louis Feuillade, met en scène des faussaires qui utilisent le mythe d'une maison envahie par les esprits pour éloigner les curieux et effectuer ses basses besognes en toute tranquillité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Tu évoquais un petit peu plus tôt certains médiums qui étaient plus des charlatans et qui utilisaient la croyance de certaines personnes dans un après, dans l'existence de revenants pour se faire de l'argent. Et là, c'est exactement la même chose avec ces mecs qui vont dans une maison, qui disent « Ah, elle est hantée, ne vous approchez pas ». Et en fait, c'est juste pour commettre leur larcin. Oui, la peur, ça fait fuir, c'est bien connu. The Ghost Goes West sort en 1935. Il s'agit d'une comédie fantastique qui parle d'héritage familial et met en scène un fantôme écossais hantant son château 200 ans après sa mort. Cette fois, pas de sorcier ni de faussaire, mais le fantôme est plutôt pragmatique et sympa. Et sa façon de hanter ne provoque pas de frayeur, même pour l'époque. D'ailleurs, c'est assez étonnant de se dire, à une époque justement où tout était encore en noir et blanc, on découvrait petit à petit le cinéma, est-ce qu'il était possible d'apporter en termes d'histoire, qu'on se dise, bah tiens, on va bien rigoler avec le fantôme. Finalement, quand on regarde cette évolution dont tu nous parles, on a un premier film sur un sorcier, ensuite on a des faussaires, et une comédie fantastique, et on sent pas encore cet attrait pour les maisons hantées purement gothiques. Mais Léonard, il faudra donc attendre 1944 pour que le sujet de la maison hantée soit traité sans dérision. Et oui, il faudrait pas fâcher les fantômes du monde entier quand même. Ils finissent par se rendre compte que peut-être ça va leur jouer des tours de se foutre des fantômes. Et puis ils risquent peut-être de couler la grande entreprise qui est Euro Disney, qui est Disney. Donc, et entre-temps, Mickey, d'ailleurs on parle de Disney, Mickey, Donald et Dingo se sont improvisés chasseurs de fantômes, et les quelques productions audiovisuelles à utiliser ce concept s'inscrivent, comme The Ghost Goes West, davantage dans le registre de la comédie que de l'épouvante. Et ça, c'est assez amusant justement. Qu'est-ce que ça veut dire sur les croyances vis-à-vis des fantômes et des lieux hantés de l'époque? Est-ce que c'était une façon d'exorciser ces peurs et de les tourner en dérision pour ne pas les affronter? En tout cas, il semblerait que c'était la façon de raconter ces histoires la plus diffusée, de le faire sous forme d'humour. Et dans le registre de la comédie que de l'épouvante, ça me fait toujours penser à Antise avec Sam Neill et la sublissime femme de Michael Douglas qui est... Catherine Zeta-Jones. Exactement. Donc, je crois pas l'avoir vu celui-là. C'est un remake d'un film en noir et blanc qui était assez prenant. En tout cas, les décors sont magnifiques dans les deux. Dans le film en noir et blanc et dans le remake, les décors sont très très beaux, même pour l'époque, tu vois. Et le remake, il est agréable à suivre, il vaut le coup d'œil. Alors le coup d'œil, ça vaut pour Catherine, bien entendu, mais oui aussi, il vaut le coup d'œil, esthétiquement parlant, il y a beaucoup de détails, c'est très des portes très sculptées, des pièces qui sont alambiquées, il y a beaucoup de détails dans ce film, des escaliers en fer forgé avec beaucoup de verre, beaucoup de nature, donc moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et ça, des beaux décors, c'est quelque chose que je trouve très important dans un film. Ces dernières années, c'est vrai que qu'on apprécie les productions Marvel ou pas, ce qu'on peut leur reprocher dans tous les cas, même si on passe un bon moment devant, c'est l'utilisation excessive de fonds verts et de décors digitaux. Et l'autre fois, on est allé voir ensemble John Wick 4, et au-delà de l'appréciation qu'on avait eue de l'aspect action, tu te rappelles qu'on était resté assez époustouflé par la grandeur et l'aspect assez magnifique des décors, où on s'était dit, rien que pour ces prises de vue, notamment surtout vers la fin.
pas que vers la fin. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les 20 dernières minutes où tu as une course-poursuite dans Paris, et puis après, ça, dans les avenues de Paris, exactement, même sur le rond-point de la place de l'Étoile. Après, ça bascule dans une espèce de maison manoir, et là, les angles de vue, les prises de vue sont simplement extraordinaires. Tout ça pour finir sur le parvis de la basilique de c'est pas Notre-Dame, c'est la petite butte Montmartre. C'est ça. Donc du coup, franchement fabuleux. Et la scène dans les escaliers de Montmartre est encore plus dithyrambique, je dirais moi. Alors je suis assez d'accord, c'est vrai que cette fin, on l'a adorée tous les deux de toute manière, mais même au début du film, il y a un passage où ils sont dans le bureau d'un building. Alors je me demande si tout est réel dans ce décor, mais ça donne le sentiment que ça l'est, et on se dit le bureau est non seulement gigantesque, avec une architecture assez riche, mais en plus avec la vue sur la métropole juste en face. C'est prenant, c'est saisissant et on en a presque le vertige. Et donc quand tu parles des décors de hantise, je me dis c'est vraiment un aspect du cinéma qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, en tout cas on peut avoir tendance à oublier son importance, alors que c'est ce qui va nous plonger et nous immerger dans la beauté du lieu. Comme tu le disais un peu plus tôt, comme quand on va dans le manoir hanté de Disneyland, où on ne se dit pas je suis dans une attraction, je suis dans un décor. On a vraiment l'impression d'explorer les couloirs d'un manoir et de vivre cette exploration. Le décor te permet aussi de te plonger dans l'ambiance. C'est vrai que si c'était pauvre, peut-être on aurait moins de choses à voir déjà, et puis on ressentirait moins les choses, parce que dans ce film-là, en plus, le décor prend vie aussi à des moments. Donc dans Antise, en tout cas, la maison est vivante, le décor est vivant, donc ça rajoute en plus de l'angoisse et du coup et de l'épouvante du coup. Et La Falaise Mystérieuse, c'est encore un autre type de film. Celui-là, il est sorti en 1944. Et cher plus Léo. sérieux, donc tu disais. Là, on est dans la maison hantée qui est traitée avec... Là, il est vraiment traité avec du sérieux, vraiment pas de Premier comédie, premier degré. Vraiment la vraie maison qui fait peur. Donc, il met en scène une demeure surplombant les eaux en Cornouailles. Il y a des sanglots de femmes, des couloirs sombres éclairés à la bougie, des fleurs qui fanent immédiatement si on les laisse dans l'atelier de peinture, et chats dont les poils se hérissent. Et puis l'atmosphère humide de Cornouailles, j'imagine, avec le mauvais temps, les vagues qui se percutent sur les falaises, le La froid, pluie. la brume. Et tous les ingrédients, tout ce que tu dis, plus les petits ingrédients, la bougie, les fleurs, les poils qui s'hérissent des animaux, tous les ingrédients sont devenus classiques de la maison hantée. Ils sont là, ils font baigner le récit dans une atmosphère de mélancolie rehaussée par des jeux de lumière. Et c'est intéressant, c'est vrai, d'avoir des jeux de lumière dans les films, parce que ça permet de vraiment mettre une ambiance un peu de peur, un peu de crainte, et qui t'écrase aussi des fois, parce que dans certains films, moi je me souviens, par exemple Bly Manor, il y a des endroits où tu as l'impression que tu es aspiré par la nuit, en gros, ou par le noir, ténèbres. par les ténèbres, et tu vois quand même un tout petit bout, comme si tu avais une étincelle d'espoir qui te dirait il faut aller vers la lumière, va On vers la pense lumière. à l'affiche de l'Exorciste, avec Oui. ce prêtre qui est dans la lumière, lumière d'un du lampadaire, lampadaire. et tout autour de lui, Presque le tout est noir. Et on voit la maison en plus, même si c'est pas une histoire de maison hantée, on voit quand même la maison, et on se doute bien que il va aller avoir par quelque là. chose, il va aller par là. D'ailleurs, dans le cinéma, l'utilisation de la lumière, c'est une composante qui est indispensable, encore plus à l'époque des films en noir et blanc, comme c'est le cas de La Falaise Mystérieuse. Et ça a été beaucoup utilisé, pas seulement dans l'horreur ou le fantastique, mais aussi dans le film noir, qui ne vit presque que par ce côté des contrastes entre le jour, la nuit, les clairs-obscurs et tout ça. Oui, mais du coup, on peut dire quelque part que le genre, en tout cas, au cinéma, ne s'est jamais réellement démodé. Et on retrouve tout au long des décennies des œuvres s'inscrivant dans cette tradition. Et en plus, d'autant plus ces dernières années, où même Disney a revisité un peu les lieux hantés, on va dire. Et d'ailleurs, ils ont fait une nouvelle adaptation de La Maison Hantée. Il y en avait une en 1999 avec Eddie Exactement. Murphy. Et là, Ils en ont ressorti une l'année dernière, ou il y a Non, deux. cette année. C'est cette année, d'accord. Au mois d'août. Ah oui, au mois d'août, c'est vrai. Je suis pas allé le voir. Moi non plus. Par contre, il y a des acteurs plutôt intéressants dedans.
Il y avait Owen Wilson, Rosario Dawson et Lakeith Stanfield, qui est un Moi j'aime acteur, bien ce genre de comédie un peu horrifique. J'aime bien, ça me dérange pas, tu vois, de traiter ce thème-là en comédie. Je trouve ça, c'est un peu rafraîchissant. Et non seulement c'est pas dérangeant, mais je dirais même que c'est une nécessité parce que quand on veut fêter Halloween avec des Les enfants, enfants, eh ben c'est chouette de pouvoir leur communiquer cette passion qu'on peut avoir exactement. pour les lieux hantés, pour les fantômes, pour les esprits, à travers des œuvres qui sont adaptées à leur âge. Et ça évite aux parents de se réveiller à 4 heures du matin par les cris apeurés de leurs enfants. Ce qui est quand même C'est préférable. quand même préférable. Mais par contre, là, je pense qu'on va pouvoir parler d'un film qui, lui, est plutôt pour les adultes. Et il me semble que c'est un film que tu apprécies particulièrement. Oui, j'apprécie particulièrement ce film, Amityville. Alors, Amityville, c'est un peu le Nirvana C'est un avec film l'exorcisme. L'exorciste et Amityville, pour moi, c'est deux films qu'on ne peut pas se passer ni s'enlacer. Mais Voilà. tu sais que c'est marrant parce que tout en ayant vu quand même plusieurs centaines de films fantastiques, d'horreur, etc., voire plus que des centaines, je n'ai jamais vu ni Amityville ni L'Exorciste. Tu devrais avoir honte. J'ai honte. Tu devrais avoir honte. Je vous prie de m'excuser. Je sais pas. Je vais te donner une mission. Halloween arrive dans quelques semaines, 3 semaines pour être précis, bientôt. Et il Ouais, faudra vous êtes que tu peu en vois avance, un mon des petit deux. Fred. On est quand même le 2 octobre. Ben, On compte Halloween, plus cette semaine, donc 3 semaines. T'as Ouais. 3 semaines pour te trouver les Allez, films. je me regarderai un des deux d'ici Halloween. Et donc à Amityville, il existait un certain nombre de cas de maisons hantées en dehors de la fiction. Et du coup, Amityville, cher Léo, c'est... Non, c'est pas basé sur des faits réels. Mais si, Amityville, c'est vrai. En tout cas, Mais vu que je sais pas ce qui se passe, à part Je- que c'est hanté, en fait, je sais pas je vais si- te la faire bref. Je vais essayer de te faire un petit focus très bref sur Amityville. Vas-y, fais-nous un topo. Moi, en tout cas, dès qu'on me parle de lieu hanté ou de maison hantée, la première chose à laquelle je pense, c'est à l'affaire d'Amityville. C'est un ensemble d'événements qui s'est produit entre 1974 et 1975 dans une maison située au 112 Ocean Avenue. Et là, j'arrive à parler anglais, vous avez vu, dans une petite ville située à l'est de New York, donc qui s'appelle Amityville. En 1974, Ronald Jr., fils aîné de la famille DeFeo, assassine au fusil tous ses frères, les 2 sœurs ainsi que ses 2 parents pendant leur sommeil. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le lendemain, ils ont tous été retrouvés sur le ventre avec les bras écartés, un peu comme si c'était une crucifixion. Et ce gamin-là, Ronald, il avait quel âge? À peu près une vingtaine d'années. Ah, c'était pas tant que c'est un gamin, il était quand même Non, adulte. Parce que j'étais en train de me poser la question, si c'est un enfant, est-ce que seul il aurait pu déplacer les corps comme ça, les mettre sur le ventre, étendre les bras? Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est pas compliqué, dans cette affaire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Non seulement ils ont été retrouvés dans cette position dont je te parlais, mais les coups de fusil n'ont pas été entendus par les voisins. Oui, parce que c'était vraiment en ville, c'était pas à la campagne, donc on Oui, peut c'était imaginer vraiment- que les maisons des voisins étaient proches. La maison d'Amityville, elle est très particulière. C'est une grande maison. C'était un ancien hôpital pendant la guerre de sécession. Ah oui, et donc ça devait être grand. c'est très grand, une très grande maison. Elle est assez particulière parce que sur une de ses façades, elle a 2 fenêtres en demi-lune. Hein. Et quand on regarde la façade, on a l'impression que c'est un visage qui vous regarde. Donc elle est assez Et caractéristique. ça les a pas effrayés. Quand ils ont acheté la maison, ils sont pas dit, Du bah, tout. tiens, Non, du tout. Elle était sympa. La maison, elle correspondait à tout ce qu'il voulait. on En veut plus, cette salle de bain. Il voulait tout, il voulait tout. La maison, le ponton, parce qu'elle donnait sur un lac, donc il y avait de quoi, il y avait un grand terrain, elle était proche des écoles, donc tout allait bien dans la maison, il achète, et le petit, le grand, en fait, l'aîné, il tue tout le monde à un moment. Donc, Et il fait quoi après? Il se rend, il se alors tue après, aussi ce qu'il fait, il se lave, hein. Le lendemain, Ah oui, il le se sale lave, sang. il s'habille, il va au bar, il va dans un bar, il dit à tout le monde: Ah, on a tué mes parents, toute ma famille a été tuée, il faut m'aider, il faut m'aider. C'est pas cool. Non, c'est pas très cool quand même. Donc, du coup, le barman appelle la police arrive sur les lieux et constate que toute la famille est morte.
Donc ils prennent le petit Ronald, ils l'amènent au commissariat ou au poste de police, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis exactement. Ils commencent à l'interroger, ils changent de version tout le temps. Et au bout d'un moment, il craque et il dit que c'est lui qui les a tués. Et s'ensuit donc le procès. Et pendant le procès, la défense de l'avocat, c'est de dire qu'il a entendu des voix et qu'on lui a dit de tuer sa famille. Donc un cas de schizophrénie. Alors, soit de la schizophrénie, mais l'avocat, il a bien précisé que c'était pas de la schizophrénie, parce qu'ils ont quand même fait une expertise psychiatrique, il n'est pas schizophrène, et même s'il prenait quand même un peu de drogue, il faut avouer. Ce qui souvent est le déclencheur de cas de schizophrénie. Souvent, c'est le cas. Qui peut rester latente durant toute la vie d'un individu, mais qui peut être révélé par des drogues, même des drogues douces d'ailleurs. C'est souvent le cas, mais en tout cas, les experts qui l'ont examiné n'ont pas trouvé de signe de schizophrénie. Donc la défense de l'avocat, c'était de dire qu'en fait, il a entendu des voix qui lui disaient de tuer sa famille, et il a évoqué, bien entendu, notre cher ami, le diable. Là, donc pas des fantômes, le diable. Le diable, carrément. Ça faisait longtemps qu'on est... Ouais, ça faisait longtemps. Il était coincé peut-être sur l'arbre. Il était redescendu d'avoir cueilli des fruits, il avait les boules à cause de Jack Lavar, et il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais manger sur une famille qui n'a rien à voir. Mais ouais, écoute, et il s'est tombé sur eux. Du coup, il y a eu viens voir ici, c'est le diable qui te parle. Le procès est arrivé, il a été condamné, et pendant des années, il n'a jamais donné les vraies raisons de ses actes. Il a toujours dit qu'il avait entendu des voix. Il a changé aussi à plusieurs reprises de version. Ah, donc c'était plus le diable. Mais il n'a jamais donné la vraie explication. Donc la maison a été mise en vente. Il est encore en vie, ce mec? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je dois avouer que j'ai pas regardé s'il était mort, mais je pense qu'il est mort, oui. Je pense qu'il doit être mort. Ce serait intéressant de savoir quelle était la cause de sa mort. Ah bah, il est mort en prison. Parce que je crois que j'ai lu quelque chose avant de partir du bureau aujourd'hui. Et du coup, je crois qu'il est mort en prison. Parce qu'il a fait plusieurs demandes pour être libéré. Ils n'ont jamais accepté de le libérer. D'accord. Et après ce drame, la maison a été mise en vente. Et malgré le passé macabre de cette maison, la famille acquiert cette dernière pour une bouchée de pain. Et cette famille s'appelle les Loust. Là, j'ai cru que tu allais nous dire que c'était la famille Cage. Non. Nicolas Cage. Cette famille ne sont restés que 28 jours dans la maison. Ça fait pas un de plus. La famille va y vivre des événements et des expériences paranormales, des voix mystérieuses, présence d'entités, variations de température, odeurs écœurantes, taches noires sur les murs, le père de famille qui se réveille à l'heure précise des meurtres, soit 3h15 du matin. Mais ça, c'est pas le film, ça c'est la vraie vie. Ça, c'est ce que la famille Loust a écrit dans son roman. Et lorsque la mère de famille se met à flotter dans l'air, c'en est trop pour le père qui prend femme, enfant et chien et qui s'en va de la maison. Il prend ses clics et ses claques. Et il laisse tous les meubles, il laisse tout. Et voilà. Et un peu plus loin dans le temps, la famille quand même va être approchée par un écrivain pour écrire un livre qui sera un vrai carton, qui sort un peu après l'Exorciste, une année ou une année et demie après l'Exorciste. Donc il flirte un peu sur la vague déferlante mondiale de l'Exorciste. Pour vous dire aussi que les époux Warren se sont déplacés, nos fameux enquêteurs paranormaux. Ah, je savais pas. Ils se sont déplacés et ont affirmé que la maison était hantée. Ils étaient dans tous les bons coups, eux. Eux, ils étaient dans tous les bons coups. Aujourd'hui, la maison est habitée. Aucun fait de nature surnaturelle n'a été déclaré. Un fait un peu pas drôle, mais ils ont fait changer les deux yeux, les deux fenêtres en forme de demi-lune pour mettre des fenêtres classiques, parce que la maison a attiré énormément de monde suite au film. Le film a été un carton, il a rapporté des millions. Le livre a rapporté des millions de dollars aussi. Et ils ont changé aussi l'adresse et la géolocalisation aussi. On ne pouvait plus la visiter via la Google Maps par exemple. D'accord. Donc voilà. Et moi donc, ce que je me dis, ils ont changé les fenêtres, ça a fermé l'accès. Peut-être parce que je me dis que peut-être les forces de l'ombre attendraient Tapi
leurs futures victimes. Va savoir. Peut-être qu'on en saura plus d'ici quelques temps. Donc voilà le cas un peu Amityville de la maison hantée par excellence. Et d'ailleurs, en parlant de cas réels, on va en aborder un autre qui est celui de... Alors ça pourrait être le titre d'un film, Harry Price et le presbytère de Borley. Mais nous découvrirons cette histoire dans la deuxième partie de cet épisode. Et en attendant, merci de vous être attablé avec nous. et rendez-vous la semaine prochaine pour Le dessert. Et surtout, n'oubliez pas de passer des soirées effroyables.